Et yo tout le monde, c'est faire sympa aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, les amis. C'est le premier épisode d'un nouveau format que je voulais faire sur la chaîne, le point spatial. Donc aujourd'hui, le premier épisode de cette nouvelle série que je vais faire peut-être une fois tous les 3 mois, 4 mois. Donc voilà, l'objectif c'est d'en faire quand même assez régulièrement sans que ce soit forcément mensuel non plus. Et en fait, comme son nom l'indique, ça va juste être un format où je vais vous parler un petit peu des dernières actualités liées au monde du spatial, des fusées, de l'exploration spatiale, tout ça dans les derniers mois. Et aujourd'hui, donc, on va commencer tout de suite avec ce premier épisode. Et puis, de toute façon, vous allez voir un petit peu ça se passe. Ça se peut qu'au fil des vidéos, j'ajuste un petit peu mon ton selon qui est-ce qui regarde les vidéos. Je sais pas vraiment si je devrais expliquer ça hein, vraiment en mode novice, vraiment en mode à des gens qui n'en savent rien, ou si je devrais me permettre d'utiliser des vocabulaires un petit peu plus professionnels. Mais bon, on verra. On va commencer tout de suite, je pense, ce premier épisode. Je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va commencer avec la grande nouvelle d'aujourd'hui, je pense. Peut-être l'événement le plus important de cette année, voire de ces quelques dernières années. C'est le 5e vol d'essai du Starship de SpaceX, voilà. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est le Starship, bon, je vous invite à vous renseigner parce que voilà, c'est sûr que je vais pas revenir sur des trucs de base comme ça. C'est tout simplement la plus grande fusée, la plus puissante jamais créée par l'humanité. Donc voilà, quand même pas mal. Donc faut savoir que le 13 octobre 2024, à 7h25 heure centrale, donc heure du Texas, cette fusée-là a eu son 5e vol d'essai déjà, donc voilà, c'est une fusée vraiment ultra nouvelle, ultra récente qui est en plein cours de développement par SpaceX. C'est une fusée qui a été lancée depuis Starbase Texas, donc c'est là où ils font la recherche et le développement et la construction, le lancement, enfin tout à propos du Starship pour l'instant en tout cas. Bref, les deux composantes qui ont été lancées dans ce vol d'essai, c'est le Ship 30 et le Booster 12, tous deux des itérations assez récentes de la compagnie. Il faut savoir que c'est une fusée en 2 étages, hein, donc avec le Ship, le Starship, le second étage, et donc le Booster, aussi appelé Super Heavy, le premier étage. Comme à l'image du 4e lancement, c'est un lancement qui s'est parfaitement bien passé. Les 33 moteurs du Super Heavy se sont allumés correctement, ça s'est parfaitement déroulé. Le hot staging, donc voilà, la séparation entre le premier et le 2e étage, pareil, parfaitement passé. Les 6 moteurs du 2e étage se sont parfaitement allumés également. Mais bon, ça en soi, c'était déjà le cas pour le 4e vol. Donc voilà, ce qui était vraiment exceptionnel, ce qui était vraiment historique, du jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, c'est que le booster, donc Super Heavy, a réussi à être rattrapé par ce qu'ils appellent les chopsticks, donc en gros des bras articulé, installé sur la tour de lancement directement, a réussi à rattraper le booster qui revenait donc sur Terre. C'est un exploit absolument historique parce que Super Heavy, c'est littéralement un immeuble de 70 mètres de haut. Donc voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais c'est sûr que vous vous en rendez pas compte parce que aucun être humain normal ne peut concevoir un truc comme ça. Et puis voilà, donc c'est le premier essai, c'est la première fois qu'ils essaient ça. La dernière fois ils l'ont fait atterrir dans l'océan pour limiter les dégâts, mais là ils ont essayé de le rattraper et ça a réussi. Donc voilà, ça s'est passé à peu près à la 6e minute du vol. Et puis pour ceux qui du Starship, il est allé faire un tour dans l'espace, puis à peu près 1 heure après, il est retourné sur Terre. Il y a eu des petits problèmes avec le flaps avant, il a un petit peu brûlé, mais le Starship a quand même survécu à la rentrée atmosphérique et a réussi à faire le flip maneuver, donc à se remettre droit juste avant un amérissage presque doux. Donc c'est vraiment un immense succès pour le Starship. Maintenant, on va parler du 2e sujet aujourd'hui qui est Polaris Dawn, une mission qui a été lancée dans l'espace le 10 septembre. Donc c'est une mission privée 100% commerciale commandée par le milliardaire américain Jared Isaacman dans son programme Polaris qui a plusieurs objectifs, mais entre autres c'est pour aller faire des recherches et divers trucs dans l'espace. L'équipage de cette mission, c'était à part Isaacman lui-même, Scott Pottit, Sarah Gillis et Anna Menon. C'est pas des randoms, hein, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont
énormément de background, soit dans le vol aérien ou même l'ingénierie aérospatiale, tout ça. Ils ont été lancés à bord de la capsule Crew Dragon Resilience, une version hautement modifiée, voilà, qui a subi de lourdes modifications pour ce troisième vol. C'est une mission qui a duré presque 5 jours, donc en vol libre dans l'espace. Ils sont pas allés à l'ISS, c'est juste la capsule. Ils ont réussi divers exploits, comme par exemple devenir les humains qui ont été les plus loin de la planète Terre depuis l'époque des missions Apollo, donc c'est quand même pas rien. Ils ont été à 1400 km de la Terre sur leur plus haute orbite. À titre de comparaison, par exemple, l'ISS se trouve à 400 km au-dessus de la Terre. Ils ont également réussi la première sortie extravéhiculaire commerciale de l'histoire, donc pas mandatée par des agences nationales comme la NASA, mais vraiment juste, je vais pas dire par plaisir, mais qui a été fait, voilà, purement par une entreprise privée pour une entreprise privée. Et aussi c'est la première EVA, donc sur Dragon, sur ce Crew Dragon Resilience, comme j'ai dit, hautement modifié, où ils ont rajouté donc un sas de sortie extravéhiculaire. Et puis ils ont réatterri 5 jours plus tard dans le golfe du Mexique en parfaite santé le 15 septembre. Troisième news du jour, c'est le Starliner, voilà, qui est retourné sur Terre. En fait, à la base, c'est la mission CFT, Crewed Flight Test, je crois, qui avait pour but donc de certifier ce vaisseau commercial qui, tout comme le Crew Dragon, a été mandaté, donc a été financé par la NASA pour tout simplement pouvoir assurer le transport des astronautes de la NASA de la Terre à la Station Spatiale Internationale. C'est la compagnie Boeing qui fait donc ce vaisseau Starliner. Il a été lancé le 5 juin à bord d'une Atlas 5 N22 avec 2 astronautes à bord, 2 astronautes test, Barry Wilmore et Sunita Williams. C'était à bord de la capsule Calypso, donc qui faisait son second vol. Il avait déjà volé une fois à bord de l'espace, mais il avait des problèmes, donc il a dû revenir avant d'atteindre l'ISS. Mais voilà, là c'était son deuxième vol. Le lancement se passe plutôt correctement, il y a eu des problèmes, mais ils ont réussi quand même à atteindre l'ISS au moins. Et le problème, c'est que de base, la mission devait durer seulement 8 jours, 6 vols très rapides pour certifier le vaisseau, pour voir que tout va bien. Ils retournent sur Terre, le vaisseau est certifié, ils auraient pu commencer directement les vols opérationnels, mais ça ne s'est vraiment pas passé prévu. Malheureusement, il y a eu énormément de problèmes avec les propulseurs, avec les systèmes RCS, il y a eu des fuites aussi d'hélium. Donc, le retour de cette capsule sur Terre a été repoussé plusieurs fois par crainte pour la sécurité, tout simplement. C'est une saga qui a duré tout l'été, ça a été repoussé maintes et maintes fois, et finalement la NASA a décidé d'ordonner le retour de ce vaisseau-là sans équipage le 6 septembre, et turns out que Calypso est revenu sur Terre dans un état vraiment parfait, atterri conformément à ce qui était prévu, j'ai envie de dire, dans le désert du Nouveau-Mexique, après une mission donc au total qui aurait duré 93 jours. Comme j'ai dit, c'est un retour sans équipage. Et les 2 astronautes, donc Butch et Sonny, sont à l'heure actuelle encore sur l'ISS, que leur mission a été prolongée, et ils retourneront avec la capsule Crew 9, la mission donc de SpaceX. Petite distinction très importante, il y a beaucoup de médias qui en fait ouvrent leur grande gueule mais savent rien et qui disent que c'est une mission de secours envoyé par SpaceX pour secourir les 2 astronautes. Ce n'est absolument pas le cas. Crew 9, c'est une mission de rotation d'équipage normale planifiée depuis des années dans un cadre vraiment totalement régulier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est 4 astronautes. Voilà, c'est toujours des équipages de 4 astronautes qui montent à bord. Mais forcément, pour récupérer Butch et Sonny, ils ont dû laisser 2 astronautes sur Terre. Donc, c'est une mission qui a effectivement lancé avec seulement 2 astronautes. C'est sûr que c'est un petit peu dérangé, mais on est très loin d'un vol de secours lancé à la dernière minute pour sauver des astronautes bloqués. C'est absolument pas le cas. Butch et Sonny sont sur l'ISS, très bien, ils sont très contents, il y a de la place, et puis je pense que c'est bien pour eux, parce qu'à la base ils devaient juste passer une semaine dans l'espace. Au final ils vont passer plus de 6 mois, donc je pense que pour des astronautes c'est quand même quelque chose de plutôt positif. La mission Crew 9, comme j'ai dit, a été lancée le 28 septembre avec 2 astronautes, et ils retourneront donc avec un équipage de 4 personnes comprenant Butch et Sonny. Si le Starliner vous intéresse un petit peu, je vous invite à suivre un
compte Twitter que j'ai fait moi-même pour justement partager les dernières actualités sur le Starliner, parce qu'il faut savoir que c'est mon vaisseau spatial préféré tout simplement à titre personnel. Donc je partage beaucoup de trucs là-dessus et si ça vous intéresse, allez vous abonner. Quatrième news du jour, je voulais vous parler d'Europa Clipper. Lui, il est vraiment récent, mais je trouvais ça ultra important d'en parler. C'est sûrement aussi l'une des missions les plus importantes de l'année. Donc le Europa Clipper, c'est quoi? C'est une sonde autour d'Europe, la lune de Jupiter. Faut savoir que c'est une mission absolument phare de la NASA. Donc ça fait partie tout simplement des missions robotiques les plus importantes développées par l'agence. Pour vous donner une ordre d'idée, c'est une mission qui a à peu près la même importance que le télescope spatial James Webb ou encore le rover Perseverance sur Mars. C'est une sonde qui a coûté 5,2 milliards de dollars et qui pèse 6 tonnes. C'est la plus lourde sonde jamais envoyée par la NASA. On va revenir vite fait sur sa destination. Europe, Europa en anglais, c'est une lune de Jupiter. C'est peut-être la lune la plus intéressante, peut-être même le corps le plus intéressant de tout le système solaire, puisque on a la quasi-certitude qu'elle abrite de l'eau liquide sous sa surface, et même sa surface en soi, c'est une croûte de glace, donc d'eau gelée. Donc ça aussi c'est extrêmement intéressant. Vous comprendrez que bien sûr, qui dit eau liquide dit potentiellement vie ou traces de vie ancienne. En tout cas, donc c'est vraiment l'objectif de cette sonde qui va étudier l'eau liquide, mais aussi les différentes composantes chimiques ainsi que la géologie de cette lune-là pour voir s'il y a de la vie ou s'il y a des conditions propices à la vie en tout cas. La particularité, c'est que la sonde se mettra en orbite autour de Jupiter et non pas d'Europe, parce que Europe c'est trop dangereux. Donc ça sera orbite autour de Jupiter et 44 survols d'Europe, donc quand même bon, ça va. Et c'est une mission qui est un petit peu en parallèle d'une autre mission qui s'appelle JUICE, qui a été lancée par l'agence spatiale européenne il y a un an. JUICE lui va étudier les 3 lunes juteuses les 3 lunes avec de l'eau de Jupiter, donc pas seulement Europe mais aussi Callisto et Ganymède. Europa Clipper lui va vraiment se concentrer sur Europe. Ça a été lancé donc à bord d'une Falcon Heavy le 14 octobre dans une configuration full jetable, donc c'est ça qui est quand même exceptionnel parce que souvent la Falcon Heavy elle est réutilisée, en tout cas au moins les boosters sont réutilisés, mais là ça a été la configuration full jetable pour vraiment avoir le plus de performance possible, parce que à Jupiter c'est très très loin, mais même malgré ça c'est pas suffisant pour vraiment envoyer sur Jupiter directement, ou en tout cas c'est pas très efficace. Donc le vaisseau fera une assistance gravitationnelle avec Mars en 2025 et une autre avec la Terre en 2026. Si vous savez pas ce que c'est qu'une assistance gravitationnelle, c'est pas grave parce que c'est quand même un concept astrophysique assez compliqué, donc je vais peut-être vous mettre quelques vidéos YouTube en description pour vous expliquer ça. En tout cas la sonde devrait arriver vers Jupiter en 2030 et donc passer une étude initiale de 4 ans, même si la mission pourrait bien évidemment être prolongée comme souvent avec la NASA. Dernière actu du jour, donc c'est le plan chinois pour un alunissage humain. Alors bon, c'est un plan qui date pas de hier, mais je vous l'ai mis dans cet épisode parce que le 29 septembre, ils ont officiellement annoncé, en tout cas montré leur combinaison d'activités extravéhiculaires lunaires. Donc ça prouve que c'est vraiment du sérieux et que c'est un plan qui est concret, qui risque de se dérouler, que c'est pas juste du blabla quoi. Donc l'objectif actuellement c'est 2030. Bon, j'ai vu un petit peu parler de 2029, mais j'ai l'impression que vraiment l'objectif c'est l'année 2030. Bien sûr, c'est pas une mission isolée, hein. Ils comptent y retourner par plusieurs fois après et bien sûr établir une base permanente assez rapidement. Contrairement à la structure d'Artemis de la NASA qui est un beau bordel, la structure chinoise est très simple, donc avec seulement 2 lancements, donc un qui va lancer l'équipage et un autre qui va lancer l'atterrisseur lunaire. Donc les deux vont se rencontrer en orbite lunaire, l'équipage va passer à l'atterrisseur et l'atterrisseur donc va atterrir, ensuite il retourne à bord de la capsule habitée. Donc voilà, structure quand même assez simple avec un rendez-vous en orbite lunaire et surtout
ces 2 lancements, en fait, ça permet d'éviter de devoir développer un lanceur ultra lourd, ultra grand pour lancer les 2 en même temps. C'est plus simple juste de procéder à 2 lancements un petit peu plus légers. Donc pour ça, la Chine développe actuellement la Long March 10, une méga fusée capable d'enlever 70 tonnes en low Earth orbit et 27 tonnes dans une injection translunaire. Donc à titre de comparaison, la Falcon Heavy, dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt, est capable de lancer 63 tonnes en orbite terrestre et à peu près 21 tonnes en translunar injection. Donc c'est une fusée d'une taille à peu près comparable à la Falcon Heavy. Le vaisseau habité qu'ils sont en train de développer, ça s'appelle Mengzhou et donc voilà, c'est en cours de développement. L'atterrisseur s'appelle Lanyue, également en cours de développement, ça a l'air de plutôt bien avancer. Et puis surtout en fait la Chine c'est pas n'importe qui, ils ont déjà développé des missions robotiques de la série Chang'e qui ont réussi vraiment des premières dans l'histoire de l'exploration lunaire, des trucs dans la surface cachée de la Lune, des trucs de retour d'échantillons de la Lune. Donc voilà. En tout cas, ils avancent vraiment bien et ça a l'air qu'il va y avoir une vraie course à la Lune, que la NASA va pas tout balayer et que il risque d'avoir vraiment des vrais enjeux. Donc c'est très cool. Et puis c'est la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Papa. À plus, à la prochaine. Allez, ciao!